Les Vases d'Ussé, tome 6, Le fils d'Éléonore, suite. Mardi 18 mars 2036. Helena avait repris le travail le lundi 3 mars au bloc. Elle avait été de garde le week-end du 15 et 16 mars et était en repos depuis la veille. La reprise en plein milieu des vacances d'hiver avait été intense. Théo, Serena, Gauthier et Estelle étaient venus profiter des joies du ski et avaient amené Francesco avec sa jeune fille au père. Elisa avait laissé partir Brooke, car elle avait bien remarqué le béguin de la jeune fille pour Mathis. Il y avait surtout eu les 3 ans d'Éléonore le 26 février, pour laquelle Alex et Helena avaient organisé une petite fête et convié tout le monde dans leur restaurant favori de la station, où les 3 top modèles du clan avaient fait sensation. Helena en particulier cachait sous sa doudoune une robe en jersey lurex noire et argentée qui moulait sa silhouette parfaite, très sage devant, mais avec un décolleté vertigineux dans le dos. Informé de la présence de Brooke, Mathis était venu skier pendant sa semaine de repos, s'installant au chalet pour la nuit la plupart du temps. Un autre s'invitait souvent, Marcello, qui avait fini par être très intime avec Ashley. Cette dernière profitait aussi de ses temps de repos pour descendre à Saint-Jean-de-Maurienne, chez l'obstétricien, pour être seule avec lui. Les vacanciers étaient repartis le 9 mars. Mathis avait prévu de monter une fois par mois à Rouen, à chaque fois pour quelques jours. Lisa était d'accord pour l'héberger. Il y avait toujours les chambres d'hôtes du manoir d'Ussé pour l'accueillir et où il pouvait s'isoler avec sa dulcinée. Le contrat de jeune fille au père d'Ashley ne pouvait excéder 2 années, mais depuis sa liaison qu'elle espérait durable avec Marcello, elle envisageait de s'installer pour plus longtemps en France. Elle était arrivée avec un visa long séjour valant titre de séjour valide 1 an. Elle avait donc déjà fait une demande de carte de séjour temporaire avant la fin de son visa. Toutefois, la validité de cette carte de séjour arriverait à échéance fin mars 2037, ce qui pourrait l'obliger à repartir aux États-Unis. Helena et Alex avaient demandé conseil à Adam pour trouver les modalités qui donneraient les meilleures chances à Ashley de rester. Elle envisageait d'exercer à terme son métier d'infirmière puéricultrice en France, mais n'ayant pas obtenu son diplôme dans l'Union européenne, elle devait refaire toute la formation, ou du moins une partie, si elle demandait une dispense de certaines unités d'enseignement après des tests en IFSI. Helena lui avait proposé son aide pour améliorer son français écrit pour les épreuves. Elles avaient passé en revue les unités d'enseignement qui ne devaient en principe poser aucun problème en termes de connaissances et pour lesquelles l'infirmière américaine pourrait avoir une dispense. En revanche, certaines unités, comme celles liées à la santé publique, l'économie de la santé, la législation, seraient vraisemblablement à valider en suivant les cours de l'IFSI. Quant à l'équivalence en puériculture, c'était une autre histoire. La formation américaine était très axée sur l'exercice hospitalier, alors que le diplôme de spécialisation français prévoyait aussi l'extra-hospitalier. Mais pour Ashley, l'essentiel était d'avoir un diplôme infirmier pour pouvoir exercer, même si ce n'était pas en pédiatrie. L'inscription en IFSI ne pourrait être que pour janvier 2037, pour une rentrée en septembre. La jeune fille avait déjà anticipé les démarches. Si elle était acceptée en IFSI, elle pourrait alors faire une demande de carte de séjour pluriannuelle étudiant. Adam avait précisé qu'il lui faudrait aussi une source de revenus de 615 € minimum par mois. Alex et Helena avaient donc proposé de lui faire un contrat d'employé de maison à temps partiel si elle ne trouvait rien d'autre. Toutefois, en attendant, Ashley avait postulé pour un poste à l'Office du tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne. Dans l'autre fête, Marcello, très épris, ce qui était réciproque, lui avait proposé de l'épouser au début mars. En soi, cela ne changeait pas grand-chose à la situation administrative de la jeune américaine. Même mariée à un Français, devait justifier d'au moins 6 mois de vie commune effective et ne pourrait demander une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable 1 an avant l'échéance de celle qui était en cours jusqu'en avril. Néanmoins, cette solution était rassurante car elle pouvait en faire la demande dès le début décembre. Il avait fallu faire très vite pour réunir les documents nécessaires au mariage en ce qui concernait Ashley, notamment son acte de naissance légalisé ou apostillé, traduit par un traducteur assermenté, puisqu'il n'était pas rédigé en français, et la photocopie du passeport de son frère qu'elle souhaitait comme témoin. L'Américaine avait souhaité que son second témoin soit Stefania, avec laquelle elle était devenue proche. Les témoins de Marcello étaient sa sœur et Alex. La publication des bans fut très rapide à Saint-Jean-de-Maurienne dès le 17 mars
et le mariage était prévu dans la plus stricte intimité le 29 mars. Toutefois, la jeune femme ne pourrait prétendre à obtenir la nationalité française par mariage qu'au bout de 4 ans de mariage, et ce, sans pour autant abandonner sa nationalité américaine. Le chalet avait retrouvé son calme, et Helena s'était levée quand Timothée avait réclamé sa tétée. Elle avait tiré son lait pour vider l'autre sein. Elle aimait avoir 2 ou 3 biberons d'avance pour qu'Ashley ne soit pas ennuyée au cas où elle serait appelée à l'hôpital pour un remplacement de dernière minute. Puis, après avoir changé le bébé et l'avoir confié à Ashley, elle avait fait sa séance de yoga et de méditation avant de prendre sa douche, s'habiller et de prendre son petit déjeuner avec Éléonore. Elle était allée conduire sa fille à l'école et au retour, s'était installée sur le balcon, emmitouflée dans un pull confortable, pour un moment de détente avec un bon bouquin. Alex était de permanence au SMUR. Il ne rentrerait pas avant 19h, voire un peu plus. Elle avait hâte d'être au soir et de passer la nuit dans ses bras. À 11h, le SAMU avait reçu un appel pour blessure par tronçonneuse du voisin d'un homme âgé sur Fourneau. Une équipe du SMUR fut donc dépêchée sur les lieux, celle d'Alex. Elle était arrivée en vue de l'adresse indiquée vers 11h30 et l'urgentiste l'avait annoncé à la régulation. 2 personnes attendaient le véhicule du SMUR dans la cour d'une maison correspondant à l'adresse donnée au SAMU. La maison était en réalité inoccupée, et les 2 hommes étaient 2 des braqueurs qui avaient attaqué une bijouterie à Chambéry quelques heures plus tôt. Ils étaient en fuite et armés. Un 3e homme, tout aussi armé que les 2 autres, était blessé par balle au bras gauche. Mais les braqueurs ne voulaient qu'une seule personne, le médecin, c'est-à-dire Alex, que le blessé tenait en joue pour qu'il se tienne tranquille. Les 2 autres contraignirent l'ambulancier à ligoter et bâillonner l'infirmier de l'équipe, sous la menace de leur arme, et l'un d'eux se chargea ensuite de faire la même chose à l'ambulancier. Ils confisquèrent les portables des 3 membres de l'équipe, les laissant dans la boîte à gants de l'ambulance du SMUR, jetèrent l'infirmier et l'ambulancier à l'arrière du véhicule et obligèrent Alex à prendre le sac d'intervention. Il était 11h45 quand ils le firent monter à l'arrière de leur véhicule volé avec le blessé qui pointait toujours son revolver sur lui. Le passager avant prit le relais pour tenir Alex en joue pendant qu'il prenait l'attention du blessé et jetait un œil rapide à la blessure. L'homme avait, semble-t-il, pas mal saigné, et sa grande pâleur en témoignait, tout comme sa tension basse, mais non catastrophique. Son pronostic vital ne semblait pas menacé. Toutefois, Alex avait besoin qu'il soit un peu mieux installé pour y voir plus clair et mettre en œuvre les thérapeutiques nécessaires. « Nous n'allons pas très loin et tu vas pouvoir faire ce qu'il y a à faire, Toubib », annonça celui qui conduisait. En attendant, Alex avait recouvert la plaie d'un pansement. Après les premiers instants de sidération, le jeune médecin avait vite repris ses esprits. Son cœur battait encore très vite après la violente montée d'adrénaline quand il s'était vu mis en joue. Il avait vite repris possession de ses moyens. Il le fallait, pour Helena et les enfants. Toutes ses pensées étaient tournées vers son grand amour. En même temps, il observait tout autour de lui, et en particulier ses ravisseurs. Il ne devait pas les énerver, s'il voulait s'en sortir indemne. Il savait qu'il leur était utile pour prendre en charge le blessé. Les truands l'avaient enlevé dans ce but, et il ne risquait donc rien dans l'immédiat s'il coopérait. Il reconnut la route de Valfréjus, et le véhicule s'arrêta à proximité de la place du Tabor, où les 3 malfrats semblaient avoir un point de chute. C'était déjà une bonne chose pour qu'il puisse soigner le blessé, conscient, mais très pâle. Il était déjà 12h10, quand Alex put le perfuser avec une solution de remplissage, et lui injecter un antibiotique et un analgésique, avant de vérifier si la balle était encore logée dans le bras gauche de l'homme. Quand l'analgésique commença à faire effet, le médecin put examiner un peu mieux son patient, qui à aucun moment n'avait lâché son arme. « Vous avez de la chance, la balle n'a pas touché l'artère brachiale et elle est ressortie, » affirma Alex. « Apparemment, il n'y a pas de lésion osseuse non plus. L'hémorragie a été très limitée. Il va falloir un peu de temps pour que la plaie cicatrise, mais il n'y aura pas de séquelles. » « Tant mieux, le bijoutier lui a eu moins de chance. S'il n'avait pas tiré, je n'aurais pas eu besoin de riposter. »« Je ne suis pas armé, » répondit Alex calmement. « Qui plus est, je déteste les armes à feu. »« C'est parfait, mais tu as intérêt à te tenir tranquille, sinon ce petit joujou pourrait encore servir. »« En attendant, je peux peut-être finir les soins, » ajouta Alex laconique. « Puisque je suis là, autant finir le travail correctement. »
C'est tout ce qu'on te demande, Toubib, rétorqua celui qui avait conduit et qui semblait être le chef. Pour l'instant. Comme la plaie était peu étendue, à distance des articulations, sans fracture ni contamination évidente, Alex la traita par un débridement minime et une irrigation. Après les soins, le blessé se sentit légèrement mieux. La tension remontait, et il avait repris quelques couleurs, et surtout, il ne souffrait plus. « Tu vas suturer cette plaie, Doc ?» demanda le blessé. « Surtout pas, répondit Alex. Les balles ne sont pas stérilisées par la chaleur dégagée au moment du tir, comme beaucoup le croient. En réalité, elles sont très sales, et se chargent de germes en traversant les vêtements et la peau. Ce sont des plaies qui s'infectent facilement. C'est pour ça que je vous ai injecté un antibiotique, après vous avoir demandé si vous n'étiez pas allergique à la pénicilline. Cette plaie se refermera sans problème en renouvelant le pansement régulièrement. J'espère que tu ne nous racontes pas de bobards, Doc. Sinon, tu sais ce que tu risques. Ce ne sont pas des bobards. Vous pouvez facilement vérifier ce que je dis sur Internet. Et je tiens à ma peau. Les trois hommes tâtèrent ensuite le terrain pour en savoir plus sur le médecin qu'ils avaient entraîné dans leur sillage contre son gré. Le fait qu'il soit urgentiste et spécialisé dans le secours en montagne, comme il leur annonça suite à leur interrogatoire, les renforça dans l'idée qu'il allait leur être très utile. Celui qui était le leader du trio avait trouvé son portefeuille, qui contenait, outre ses documents d'identité, une photo d'Elena avec les enfants, ainsi que des photos très sexy de la jeune femme en bikini jaune prise à Ischia, ou dans un autre maillot de bain orange dans un torrent, ou encore un cliché très glamour de la jeune femme avec un simple chemisier blanc. Le malfrat émit un sifflement d'admiration. « J'imagine que c'est ta femme ? Et tes gosses, Toubib ? Vous imaginez bien ? Tu ne te mouches pas avec le coude, jolie famille, et surtout une super nana. Avec un joli petit lot comme elle, tu ne dois pas t'ennuyer au lit. Eh bien, Toubib, nous allons te garder encore un moment. Et si tu veux retrouver ta sublime femme superbandante et tes mômes, tu vas te tenir à carreau. Tu vas nous servir de guide, car nous avons rendez-vous à Barnonecchia, et pas question de prendre le tunnel pour être cueillis de l'autre côté comme des rats dans une nasse. Départ dans 1 heure et demie au plus tard. À toi de faire en sorte que Danny puisse mettre un pied devant l'autre. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais il va falloir faire le trajet en raquette, ce qui va prendre environ 11 heures, au mieux 9, si nous prenons la télécabine d'Arronda. Il va falloir être bien équipé, car là-haut, quand la nuit tombe, il fait froid, et aussi prévoir à boire et à manger si vous voulez tenir le coup. Puis votre blessé va sûrement plus vite fatiguer vous deux. Il va falloir faire une pause de temps en temps. Écoute, Toubib, je m'occupe des raquettes et tout le tintouin, des boissons et de la bouffe, et toi tu t'occupes de Danny, sous la surveillance de Bob, compris ? Alex ne répondit pas. Il ne leur dit pas non plus que même s'il lui avait fait laisser son téléphone dans le véhicule du SMUR, il avait aussi une montre connectée, qui permettrait au service de police de le localiser, d'autant plus facilement que la dite montre était appairée via Bluetooth avec son smartphone et tous les appareils du couple étaient synchronisés. Vers 12h30, sans nouvelles de l'équipe, après plusieurs appels restés sans réponse, la régulation du SAMU avait alerté la gendarmerie de Modane. Les gendarmes avaient retrouvé le véhicule du SMUR avec l'ambulancier et l'infirmier, qui, une fois libérés et bien que choqués, leur avaient décrit leurs agresseurs armés tous les trois. Le lien avait été vite fait avec les braqueurs de Chambéry, responsables de la mort d'un bijoutier. Mais quelle direction avait-il pris avec Alex comme otage ? Les médias s'étaient déjà saisis rapidement de l'affaire du braquage, et sous peu, l'information du kidnapping d'un médecin du SMUR 73 allait vraisemblablement être connue. Mais c'est la gendarmerie qui prévint Elena. Après l'appel, elle resta quelques minutes sidérée. Petit à petit, l'information se distillait dans son cerveau. Alex était en danger. Elle était en train de revivre sa plus grande peur, perdre l'homme qu'elle aimait. D'abord, dans un état second, elle retrouva progressivement sa clarté d'esprit. La montre connectée. Bon sang, il faut que je prévienne les gendarmes. Elle connaissait très bien les équipes du PGHM de Modane. Elle appela directement Matisse et l'informa de la possibilité de localiser Alex via sa montre connectée et son smartphone, ce qui permettrait du même coup de repérer les fuyards qui l'avaient pris en otage. Elle-même vérifia la localisation d'Alex. Il était apparemment à Val-Fréjus. Sa décision fut prise rapidement. Il était hors de question qu'elle reste inactive. Son Alex avait besoin d'elle comme elle avait besoin de lui. Elle appela Stéphania pour qu'elle aille récupérer Éléonore à la sortie de l'école et donna ses consignes à Ashley.
Et à 14 heures, Elena montait dans sa voiture avec ses skis de rando, direction Valfréjus avec pour seul objectif retrouver le plus vite possible l'amour de sa vie. Il était hors de question pour elle de rester à attendre chez elle. Elle rappela Mathis, avec lequel Alex faisait souvent équipe, et lui indiqua la position exacte de son ami. À 14 heures, au moment même où Elena partait de Saint-François, le groupe prenait la télécabine d'Aronda pour redescendre la piste du jeu et rejoindre les chalets de Fontaine-Froide à 2060 mètres d'altitude, et de là, passer la croupe à l'ouest pour descendre au col de la vallée étroite à 2434 mètres, où ils arrivèrent vers 17 heures. Le blessé tenait le choc, pour l'instant. À 15h30, Elena monta à son tour dans la télécabine, puis prit le télésiège direction la Punta Bagna. De là, elle descendit rapidement à ski jusqu'au chalet de Fontaine-Froide. Elle ne perdait pas de vue la localisation d'Alex, mais elle s'efforçait de rester à une altitude légèrement supérieure. Aussi, elle monta vers le refuge du Mont Tabor à 2502 mètres et elle parvint à son niveau à 17 heures. Elle avait de nouveau appelé Mathis pour lui dire qu'elle avait eu le groupe en visuel en montant. Le gendarme l'avait incendiée quand il avait compris qu'elle était partie pour retrouver Alex par ses propres moyens. Il avait vainement essayé de la dissuader de suivre le groupe. Depuis, elle était en liaison permanente avec le gendarme réunionnais. La jeune femme savait qu'Alex n'avait d'autre choix qu'emmener les braqueurs vers le col des Méondes. Elle avait deviné leur destination, Bardonecchia. Les gendarmes français aussi. Après une courte pause pour qu'Alex vérifie si tout allait bien pour le blessé, le groupe prit la direction sud-ouest jusqu'à 2330 mètres avant de remonter au lac Perron à 2440 mètres. L'urgentiste leur fit longer le plan d'eau gelé avant de suivre le sentier qui montait et contournait la grande barre rocheuse pour rejoindre le col des Méondes à 2420 mètres. De là, ils pourraient rejoindre la voie classique italienne. Mais il leur fallait continuer en direction du nord-ouest sur le chemin de croix jusqu'au sommet à 3178 mètres. Il y a encore à grimper, prévint Alex. Vous avez à peu près 650 mètres de dénivelé. Après, ce sera plus facile. Mais ce serait peut-être bien que vous vous reposiez. Il y a une chapelle un peu plus haut. Nous serions à l'abri et le blessé pourrait dormir un peu. Et vous aussi, chacun votre tour. Pas question de dormir, dit le chef. Tu te sens d'attaque, Danny? Pour l'instant, ça va, mais je sens la douleur revenir. Alors, juste une courte pause pour que tu calmes sa douleur, Toubib, ordonna le chef. La visibilité commençait à être très limitée. Ils firent juste une halte dans la chapelle du Mont Tabor pour qu'Alex administre de nouveau un analgésique au blessé, vérifie son pansement et que le groupe s'hydrate et absorbe une barre énergétique. Pour atteindre le col, il leur fallait ensuite descendre par le même chemin. Il était déjà un peu plus de 20 heures et il faisait nuit quand ils repartirent. Ils avançaient à la lampe frontale depuis un moment déjà. Elena avait suivi les traces du groupe à distance afin de ne pas être repérée, surtout avec la lampe frontale. Ce qui lui importait, c'était de voir qu'Alex allait bien. Son cœur s'emballait quand elle voyait sa silhouette. « Mon amour, je suis là, tout près de toi. Ils vont te libérer, j'en suis sûre. Nous ne pouvons pas être séparés. » Elle aurait voulu pouvoir communiquer avec lui, mais Mathis lui avait recommandé de ne pas tenter d'envoyer un message sur la montre connectée. Il ne fallait pas que les ravisseurs se rendent compte que leur otage en avait une. Cela pouvait le mettre en danger. Lorsqu'elle les vit aller vers la chapelle, elle avait eu envie de s'approcher, mais obéissant au conseil du gendarme, elle y avait renoncé, consciente que le moindre faux pas pouvait faire courir des risques à l'homme de sa vie. Du col, l'urgentiste fit prendre à ses ravisseurs le sentier qui descendait dans le vallon du Dîner, jusqu'à la petite passerelle du Prat du Plan avec le grand Cérus à gauche. Après avoir traversé la passerelle, le groupe avait tourné à gauche. Le pont de la Fonderie et les granges de la vallée étroite n'étaient plus très loin. Il était plus de 22 heures et ils étaient toujours en territoire français. Les gendarmes savaient très bien où ils se trouvaient, mais attendaient le moment opportun. Du hameau, il suffisait maintenant de suivre la signalétique Bardonecchia, près de la fontaine. Elena suivait dans l'obscurité, à distance, silencieuse, les traces laissées par les raquettes dans la neige, jouant avec les reliefs pour ne pas être repérée. Elle les aperçut de loin traverser le pont de la Milia, grâce au frontal, et juste après celui-ci, tourner à gauche vers la rivière, traverser ensuite le pont de Renfour et poursuivre leur descente sur la rive gauche.
Le chemin passait en dessous de la montagne des Rois Mages, à gauche, et l'imposante paroi des militaires à droite, avant de rejoindre le sentier qui, après le camping de Pian del Colle, les amena à la jonction avec la route départementale. Il était un peu plus de 23 heures. De là, il restait 200 mètres jusqu'au départ de la Via Ferrata de la Rouasse. Les gendarmes français avaient passé le relais à leurs collègues italiens, puisque depuis un bon moment, le groupe avait traversé la frontière. Le souci pour l'instant était de ne pas mettre en danger l'otage des fuyards. D'ici, il faut traverser la départementale et longer la route jusqu'au parking des remontées mécaniques de Mélezé, expliqua Alex à ses ravisseurs. Après le parking, il n'y a plus qu'à traverser le pont et continuer sur la route pendant une centaine de mètres, puis de tourner à gauche et suivre la signalétique pour le Sentiero Paradiso et suivre les panneaux Via Medaille. En descendant cette rue, vous trouverez la plupart des commerces de Bardonecchia et au fond la gare. Il y en a pour environ 3/4 d'heure de marche. Tu restes avec nous pour l'instant, Toubib. Je préviens notre ami et nous aviserons ensuite. Pour l'instant, marche devant. Elena était toujours en relation avec Matisse, qui, lui, transmettait maintenant les informations à ses collègues italiens. Le groupe continua à avancer pendant que le chef appelait son complice. « Tu as de la chance, Toubib. Notre ami nous attend à l'entrée du parking des remontées mécaniques. Eh bien, tu vois, toi, tu t'arrêtes là. Tu as été réglo, alors je te laisse la vie. Mais pour que tu ne nous suives pas, nous allons t'attacher, comme tes petits copains du SMUR, ici, juste à l'entrée de Mélezé. »« Sympa, je risque de crever de froid, répondit Alex. Mais puisque je n'ai pas le choix. »« Pas vraiment, non. On te laisse les raquettes en cadeau. » Ils attachèrent Alex au panneau de bois indiquant « Sito Olimpico di Snowboard, Benvenuti, Mélezé ». Ils ne jugèrent pas utile de le bâillonner. Le médecin ne dit rien. Avec un peu de chance, quelqu'un finirait bien par passer avant qu'il soit en hypothermie. Il y avait des chalets à proximité. Il était à près de 1400 mètres d'altitude et était bien couvert. Il devrait pouvoir résister. « Elena, mon amour, tu dois être folle d'inquiétude, pensa-t-il. Il ferma les yeux pour la visualiser, l'imaginer près de lui. Elle était effectivement proche de lui. Elena était restée à une bonne distance et laissa les braqueurs s'éloigner. Elle ne sortit que lorsqu'ils furent hors de vue, et encore passa-t-elle à proximité des premiers chalets de Mélezé, à une 50aine de mètres d'où était attaché Alex. Le jeune médecin entendit les pas dans son dos. Il ne voyait pas qui approchait, mais quelqu'un arrivait. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant sa femme, qui commença par le détacher avant de le prendre dans ses bras sans dire un seul mot. Elle s'en écarta presque aussitôt pour attraper son téléphone. « Matisse, c'est bon, Alex est sain et sauf. Tu peux prévenir tes collègues italiens qui sont en planque. Nous sommes hors d'atteinte. Nous allons quand même nous mettre à couvert au niveau du premier chalet, face au parking du Frazione Mélezé, afin d'être moins visible. » Elle entraîna son mari avec elle en direction du chalet et donna leur position exacte à Matisse. Et enfin, elle se laissa aller et se serra contre Alex, qui se demandait comment elle était arrivée là. Il se contentait de la couvrir de baisers et ne parvenait à lui dire rien d'autre que « Elena, mon amour, oh mon amour !» Puis il finit par se ressaisir, non sans l'avoir embrassé des dizaines de fois. Il savait que sa montre connectée permettrait de le localiser, mais il ne pensait pas que ce serait sa femme qui le délivrerait. « Mon amour, comment as-tu fait pour arriver ici, et pile au moment où ils me laissent enfin, attachée, mais plus sous la menace de leurs armes? Je vous suis depuis des heures, bien avant que vous arriviez au lac du Perron. Je ne t'ai pas perdu des yeux une seule seconde, et nos amis gendarmes savaient exactement où j'étais et où vous étiez. Mais ils ne voulaient pas courir le moindre risque de te mettre en danger. Ces hommes sont dangereux, mon amour. Ça, je suis bien au courant. J'ai bien cru qu'ils ne me lâcheraient jamais. Je n'avais qu'une envie, courir vers toi. Mais Matisse m'en a empêché. J'avais déjà pris trop de risques selon lui en vous poursuivant. Et il avait raison. Si un des braqueurs t'avait repéré, il aurait tiré. Le téléphone d'Elena vibra. C'était Matisse. « C'est bon, Elena, ils ont intercepté tout ce joli monde. Les carabiniers viennent à votre rencontre. Tu vas avoir le droit à une médaille, ma belle. »« Je m'en fous de leur médaille. Tout ce qui compte, c'est Alex. S'ils ne l'avaient pas laissé ici, je les aurais suivis jusqu'au bout et je me serais interposée, quitte à prendre une balle. »« Ça aurait été idiot, dit Matisse. Pas si ça pouvait sauver l'homme que j'aime. » Alex la regardait attendri.
Elle était déterminée. Il la connaissait, elle aurait été capable de le faire, tout comme il l'aurait fait pour elle. « Mon héroïne, mon amour, » dit-il en l'embrassant de nouveau. « Heureusement, tu n'as pas été obligée d'aller jusque-là. Je t'aime tellement. Je n'aurais pas supporté qu'il t'arrive quelque chose. Je ne te quittais pas des yeux. Ce qui m'importait, c'est que tu sois sain et sauf. S'ils avaient fait quoi que ce soit, j'étais prête à bondir pour venir à ton secours. Sans toi, je ne pourrais pas continuer. Je ne veux plus être séparée de toi, plus jamais. Tu es l'amour de ma vie. Toi aussi, tu es mon seul amour, depuis le premier jour où je t'ai vu. » Ils se serraient l'un contre l'autre, bouche contre bouche. Ils se séparèrent bien à regret lorsque les carabiniers arrivèrent vers eux. Après s'être réchauffés et restaurés, ils purent enfin rentrer. C'est Ben qui vint les chercher pour les ramener vers Valfréjus, où le couple récupéra la voiture d'Helena. Ils n'avaient qu'une hâte, se retrouver au lit tous les deux. Les enfants étaient avec Ashley, ils dormaient à point fermé. Helena avait enfoui son visage dans l'oreiller. Allongé contre elle, Alex l'observait amoureusement, passait sa main dans la chevelure couleur de châtaigne, ce qui attisait son désir. Sa femme, sa raison de vivre, son trésor le plus précieux avait veillé sur lui pendant toute cette épopée. Son cœur était gonflé d'amour. Il dégagea le cou de la jeune femme en soulevant les mèches et déposa des baisers sur ses épaules et sa nuque. Les yeux fermés, elle s'abandonnait aux lèvres chaudes et douces de son mari qui effleura ses bras, l'enlaça avant de s'emparer des deux seins, titillant les mamelons durcis. Qu'il se pencha pour lui baiser le cou, elle sentit son membre dur et brûlant contre son dos. Elle se retourna pour le prendre dans ses mains et le caressa avant d'exercer un mouvement de va-et-vient qui fit frémir Alex. Quand il sentit sa bouche s'emparer de son membre viril, inondé d'ondes de plaisir, il ferma les yeux en laissant échapper un râle. Il crut qu'il n'allait pas pouvoir se retenir très longtemps, mais il voulait lui donner du plaisir. C'est ce qu'il aimait le plus, quitte à oublier le sien. Helena se retrouva sur le dos, la langue d'Alex fouillant sa bouche. Elle aimait sentir ses lèvres presser les siennes, sa langue l'explorer. « Comment te dire à quel point je t'aime ?» dit-il en se reculant légèrement pour l'admirer. « Tes yeux parlent pour toi, mon amour. » En effet, ses yeux brillants, si vivants, si bleus, la couvaient avec amour. Ils révélaient toutes ses émotions. « Moi, je sais combien je t'aime, » assura Helena. « J'abandonnerai tout pour toi. » Il l'enserra dans ses bras avec force, et elle répondit à son étreinte avec fougue. Il la couvrit de baisers du haut jusqu'en bas. Elle ferma les yeux et lui offrit son corps. Elle savait ce qu'il voulait et le plaisir qu'il lui donnerait. Il caressa ses seins, puis fit glisser sa main le long de son corps, sur le creux de sa taille, le galbe de sa hanche, sa cuisse. Sa main remonta à l'intérieur de cette cuisse si soyeuse et si douce, et glissa sur son mont de Vénus. Puis il se pencha pour déposer un baiser sur son ventre, avant de remonter vers ses seins, d'embrasser chaque mamelon. Ses mains douces l'effleuraient et avivaient son désir brûlant. Il la caressa encore, et son corps se souvenait de chaque grain de peau effleuré. Il baisa chaque partie de son visage. Sa langue parcourut son cou, sa gorge, ses seins qu'il étreignit, savourant leur forme, leur goût légèrement salé, leur douceur, et son propre désir croissait. Helena se souleva et se colla à lui, s'abandonnant aux vagues de plaisir qui la parcouraient. De sa langue ardente, Alex taquina son nombril puis toute la surface de son ventre, effleurant sa peau. Il s'arrêta sur sa toison, s'enfonça un instant dans son intimité et glissa sur son clitoris. Elle tendit ses hanches vers lui en laissant échapper un cri. Il se nicha entre ses cuisses, plongea dans les replis de sa vulve avec gourmandise pour se délecter de son goût qu'il adorait, et n'y tenant plus, il la fouilla de sa langue, explorant chaque pli, avant de pénétrer dans son vagin. Sous la volupté de ses coups de langue, la jeune femme criait et gémissait de plus en plus haletante. Plus rien n'existait à part lui. Elle était livrée tout entière au déchaînement de ses sens. La houle grandissait et menaçait de l'emporter. Soudain, la vague de plaisir déferla, lui arrachant un cri de jouissance, et Helena, secouée de spasmes, se hissa vers Alex comme pour le supplier de satisfaire l'irrésistible envie de le sentir en elle. Comprenant son désir intense, il s'empara de son membre turgescent et le guida en elle.
Elle sentit le sexe dur entrer en elle et se souleva pour qu'il la pénètre davantage. Les chaudes lèvres humides enserrèrent la verge durcie qui s'enfonça au plus profond du vagin avide, sans qu'Alex craigne que sa taille ne fût pour elle une épreuve au-dessus de ses moyens. Il ne cessait de s'émerveiller de ce merveilleux accord entre eux. Il se retira enfiévré par la sensualité du frottement et sans retenue plongea de nouveau, tandis qu'elle se collait à lui pour ne rien perdre de sa fougue. Il atteignit presque l'apogée de son plaisir, mais l'intensité se calma. Il continua son mouvement de va-et-vient, encore et encore. À chacun de ses coups, la jouissance montait en lui, et Héléna le sentait tout en elle, entrant et se retirant comme le flux et le reflux d'une vague de feu. Elle perçut la respiration d'Alex s'accélérer comme la sienne, pendant que leurs gémissements se mêlaient. Soudain il cria son nom, elle se pressa contre lui, et une immense explosion le submergea. Après quelques coups ultimes, il se reposa sur son corps souple, encore en elle. C'était l'un des moments préférés d'Héléna. Sentir son poids sur elle, la pression agréable et chaude de son corps lorsqu'il ne faisait plus qu'un.